Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'IREMO. Au nom de l'IREMO, donc je suis ravi de vous accueillir pour cette controverse que nous avons intitulée Opération de sauvetage en Méditerranée, qui pour secourir les migrants ? Point d'interrogation. Alors je suis Damien Simoneau, je suis maître de conférence à l'INALCO en sciences politiques et je suis aussi membre du conseil d'administration de l'IREMO. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir Michael Neumann et Martha Esperti, que je présenterai tout à l'heure. Alors le sujet, bien évidemment, est assez brûlant plutôt, de parler justement du sauvetage en Méditerranée des personnes qu'on appelle souvent du terme générique de migrants, tant il semblerait bien que l'actualité assez récente nous l'a rappelé, que la politique migratoire européenne se construit par la répétition successive de crises dites humanitaires à ses frontières. Alors il y a 30 ans, peut-être, c'était le détroit de Gibraltar, c'était Ceuta Melilla, c'était le canal d'Otrante, c'était les îles Canaries, ça a été le canal de Sicile, la Méditerranée centrale, les îles de la mer Égée, la région terrestre entre Evros, donc la Grèce et la Turquie, la route des Balkans en 2015, et aujourd'hui on parle bien évidemment de la Pologne et de la Biélorussie. Donc il semblerait bien que nous soyons gouvernés par des crises humanitaires répétitives qui sont liées bien évidemment à la militarisation et au renforcement de la sécurité des frontières de l'Union européenne, qu'elles soient terrestres ou maritimes, un processus qui a maintenant quasiment 30 ans d'âge. Alors bien évidemment, la question que nous allons nous poser, c'est l'intersection entre le renforcement de ces frontières, et notamment de la frontière maritime en Méditerranée, et les formes d'action humanitaire. Pour reprendre les termes de Didier Fassin, les dispositifs et les actions pour gérer les êtres humains au nom d'une notion d'humanité, au nom d'une raison humanitaire, au nom de sentiments moraux appliqués aux politiques contemporaines. Donc on va donc se saisir de cette question-là, de cette situation humanitaire dans des contextes de sécurité frontalière et notamment de militarisation de la Méditerranée, voir un peu ses développements, son historique, son contexte, mais aussi quelque part ses difficultés d'action et puis ses ambivalences et sa politisation. À quoi sert l'action humanitaire et comment est-elle politisée et est-ce qu'elle vient questionner ou pas les politiques migratoires européennes et surtout les relations entre l'Union européenne et ses voisins au sud de la Méditerranée et également par extension à l'est de la Méditerranée. Alors pour cela, donc, on a le plaisir, comme je vous le disais, d'accueillir deux intervenants qui sont quand même calés sur le sujet. Merci à vous d'être là ce soir. Je vais commencer donc par Martha Esperti. Vous êtes doctorante en sociologie à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vous êtes chercheuse affiliée à l'Institut Convergence Migration du Collège de France. Vous étudiez dans votre thèse les acteurs de la société civile engagés dans les opérations de sauvetage en Méditerranée centrale et leur positionnement face aux transformations justement de cette frontière maritime européenne. Et puis donc à côté, Michael Neumann, vous êtes directeur d'études au Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires, le CRASH de la Fondation Médecins sans frontières. Vous avez donc co-dirigé plusieurs ouvrages qui mettent en perspective l'action humanitaire. Je citerai donc Agir à tout prix, point d'interrogation, négociation humanitaire, l'expérience de MSF, publié en 2011. Et puis en 2016, Secourir sans périr, la sécurité humanitaire à l'ère de la gestion des crises. Alors avant de vous laisser la parole autour de 5 différents thèmes, pendant à peu près, on va dire 1h20, et puis avant d'ouvrir ensuite à une interaction avec la salle, je me permettrai quand même de rappeler le contexte de frontiérisation de la Méditerranée, pour un peu situer un peu d'où nous parlons. Force est de constater en 2021 que la Méditerranée peut être classifiée d'un espace de contrôle élevé, mais aussi un espace de deuil et de mort. On a donc eu maintenant depuis une vingtaine, voire 25 ans, ce que Evelyne Ritten appelle des effets et des lieux frontières très clairsemés, très dispersés aux différents points de l'espace méditerranéen. C'est donc une zone hyper contrôlée maritime qui peut être comparée à d'autres zones hyper contrôlées dans le monde, notamment le nord de l'Australie, avec différentes sources de déplacement plus ou moins militarisées qui sont sources de tensions locales et qui sont sources, je l'ai dit, de deuil. Alors on pourra en y revenir. On parle bien évidemment de personnes qui se noient, qui meurent en Méditerranée depuis maintenant 30 ans. Selon les chiffres que j'ai pu consulter de l'OIM, donc il y aurait 1146 personnes qui sont décédées dans les 6 premiers mois de 2020, soit le double 2021, soit le double par rapport à 2020. Et puis d'autres estimations estiment qu'on serait autour de 30 000 personnes qui plus généralement
tentent de rejoindre l'Europe et sont décédés depuis maintenant les années 1990. Même si la production de chiffres, là encore, sur les morts en Méditerranée est source de débats entre journalistes, entre ONG, entre sociétés civiles et entre organisations internationales, à commencer par l'OIM, qui a publié ces chiffres à partir de 2013, si je ne m'abuse, mais peut-être vous allez en dire plus. Bien évidemment, ce phénomène de mort est lié à la construction de cette zone Méditerranée comme une frontière extérieure de l'Union européenne qui, en fait, progresse par des moments dits mal nommés de crise des réfugiés, de crise migratoire qui sont en fait à corréler avec la construction des politiques migratoires européennes par renforcement des frontières de l'espace Schengen et des frontières extérieures et par défaut d'adoption au niveau des États membres de l'Union européenne d'une politique d'asile et d'immigration tournée vers l'accueil et tournée vers des mécanismes véritablement de solidarité équitable entre les différents États. Donc bien évidemment, on assiste comme petit dénominateur commun, non pas à l'élaboration d'une politique d'accueil ou à la mise en œuvre de politiques humanitaires à l'échelle du continent, mais on assiste en fait à une surenchère dans le blindage des frontières qui sont très bien documentées par la littérature en sciences sociales. Quelle forme prend ces blindages de l'espace méditerranéen? Eh bien, ça passe par des phénomènes de construction de murs. Ce sont des réflexes extrêmement archaïques, mais malheureusement extrêmement populaires. Ceuta Melilla, dès les années 90, les enclaves espagnoles au nord du Maroc, la route des Balkans en 2015, on parle de la Pologne maintenant, la frontière gréco-turque, j'en parlais. Bref, l'ensemble des passages terrestres sont progressivement murés. On parle également de systèmes de technologie intégrés qui permettent de scanner et de connecter différents moyens technologiques, des radars, parfois même des drones, pour ensuite envoyer des routes de patrouille. Les Espagnols ont été précurseurs avec ça en 1998, avec un système qui s'appelait le système CIVE, qu'ils avaient déployé à leurs frontières, qui ont été ensuite intégrés et étendus dans un autre système qu'on appelle le système Eurosur en 2011, qui a été étendu notamment à la Méditerranée centrale sous l'égide de Frontex et d'autres agences de contrôle de l'Union européenne et des États membres. Enfin, on parle bien évidemment en 2004 de la constitution de l'agence garde frontalière Frontex, qui s'est déployée dans différentes missions d'intervention des Canaries jusqu'à la Grèce, et également des opérations militarisées de l'OTAN depuis 2001, et la dernière en date, c'est l'opération EUNAVFOR Med au large des côtes libyennes pour patrouiller les côtes libyennes, et là aussi au nom normalement de la lutte contre le terrorisme et dans une ambiguïté bien évidemment par rapport aux figures que cette organisation considère comme menaçantes. Enfin, des îles comme Lampedusa ont été constituées comme points frontières, des îles comme Malte ont été constituées comme des îles prisons, ça c'est documenté notamment par une collègue qui s'appelle Léa Lemaire, et puis bien évidemment ce système de renforcement de la frontière s'est agrémenté de tout un ensemble de camps, de mécanismes de rétention, d'enfermement des migrants, et notamment la fameuse approche hotspot en Grèce et en Italie, qui est très bien documentée aussi par des collègues que je me permets de citer comme Louise Tassin, également à d'autres échelles, Michel Agier ou encore Laurence Pilan. Voilà, donc je croyais qu'il était quand même important de resituer ce grand schéma général avant de situer l'action humanitaire. Donc je vous propose de laisser intervenir nos intervenants autour de 5 thèmes que je vais présenter successivement. Le premier aura tout d'abord lieu en termes de contexte et d'historique. Peut-être que chacun, vous pouvez nous donner un peu, eh bien vous, de quelle crise humanitaire parle-t-on à nos frontières européennes, revenir peut-être sur la question des morts en Méditerranée. Depuis quand les migrants et les migrantes se noient en Méditerranée et quel lien faites-vous entre le contexte général de militarisation et justement cette formalisation de crise humanitaire? Voilà, je ne sais pas qui veut commencer, c'est le premier thème, il y en aura 5. Martha ou Michael, comme vous voulez. Peut-être je vais commencer en retraçant un peu les premiers événements qui justement apparaissent sur les médias aussi, mais aussi dans les discours politiques comme des crises migratoires en Méditerranée. Donc effectivement, tu avais bien retracé différentes crises en Méditerranée. Donc on part notamment en Italie, parce que voilà, là on s'occupe de la Méditerranée centrale et donc d'une route qui va de la Libye ou de la Tunisie vers le canal de Sicile. Donc pour ce qui concerne Italie et Malte comme premier pays d'arrivée,
mais notamment l'Italie. Ça commence un peu avec la crise du canal de Trente, donc avec les premiers bateaux qui commencent à débarquer dans les Pouilles en Italie dans les années 90. Depuis l'Albanie. Depuis l'Albanie, exactement. Et je vois deux comparaisons entre ces premiers épisodes et tout ce qui se passera après. Parce qu'effectivement, par exemple, l'événement clé, c'est en 1991, c'est l'arrivée massive de plusieurs bateaux de l'Albanie et on commence déjà un peu à parler dans les discours médiatiques d'invasion de migrants, donc ces discours politiques un peu anti-migrants, ça commence par là. Et donc, effectivement, c'est à partir de ce moment-là que dans les années suivantes, par exemple, les gouvernements italiens, ils décident de faire un accord avec l'Albanie pour éviter que ces bateaux arrivent dans les eaux territoriales italiennes. Et là encore, on verra peut-être plus tard la comparaison avec ce qui se passe maintenant dans la Méditerranée centrale et les accords avec la Libye et la Tunisie. Donc, ils font cet accord-là. Donc, après 2 jours que cet accord est un peu signé de manière bilatérale, même si fortement proposé par le gouvernement italien, il y a donc une grande tragédie, ce qui s'appelle la tragédie d'Otranto, en 1997. Donc, c'est un premier naufrage qui est vraiment beaucoup médiatisé et qui fait beaucoup, donc ça rentre beaucoup dans l'opinion publique. Je pense que tous ces événements de naufrage, qu'à partir de ce moment-là, après, ça change parce que du coup, après quelques années, cette crise du canal d'Otranto passe dans le canal de Sicile. Donc, notamment, les flux migratoires vont augmenter de plus en plus à partir des années 2000, mais notamment, on voit vraiment un pic juste après les printemps arabes. Donc, à partir de ce moment-là, notamment un flux migratoire de Tunisiens vers l'île de Lampedusa est particulièrement caractérise notamment donc, les années 2010, 2011, 2012. Même si il y a toujours des flux mixtes, mais notamment donc ces crises il y a plusieurs donc événements de naufrage. Donc on part du naufrage la tragédie d'Otranto, et après la tragédie d'Otranto, il y a plusieurs événements de naufrage qui sont au port vraiment de Lampedusa ou au port des côtes italiennes et qui font vraiment les bruits. Et donc ça commence un peu à sensibiliser aussi les citoyens, la société civile. Et donc, les problèmes commencent un peu à solliciter un peu plus différents acteurs de la société civile. Et donc, c'est une évolution. On voit plusieurs naufrages dans un premier temps, mais je ne sais pas si on voudra en parler plus tard. Il y aura du coup sur l'élan de la compassion vers l'énième naufrage qui est le 3 octobre 2013. Le gouvernement italien propose une opération militaire et humanitaire qui est Mare Nostrum. Mais du coup, effectivement, donc ça c'est la première réponse humanitaire étatique. Mais à partir de là, donc, on aura de plus en plus l'intervention des autres acteurs de la société civile, donc pas des acteurs étatiques. Et je ne sais pas si, Michael, parce que sinon je m'arrête plus là parce que je commence à... On passera sur le type d'action humanitaire après. Sur le contexte général, Michael, comment classifier cette crise et du coup, de quand date-t-elle ? Je pense que déjà, on va, de mon côté,
écarter toute notion de crise humanitaire, qui est un vocabulaire que je vais essayer d'exclure ce soir, parce qu'il y a de crise humanitaire que lorsque les humanitaires sont en crise. Alors, en l'occurrence, les humanitaires ne sont pas en crise, ce sont bien les politiques qui créent les situations de crise dont on parle aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur tout ce que Martha a dit. Rappeler juste un événement important qui est la chute de Kadhafi en Libye en 2011, et qui contribue à accélérer assez massivement les arrivées en Europe, ou en tout cas les départs, depuis les côtes nord-africaines, après la chute d'un régime qui avait, à force de marchandage avec l'Italie, et ça je pense que Martha pourra en parler plus dans le détail, largement contenu ses arrivées en Europe, en même temps qu'elle préservait la situation des personnes, des travailleurs immigrés en Libye, en leur offrant des possibilités de travailler légalement. Donc, double conjonction là liée à la chute de Kadhafi qui accélère les mouvements vers les côtes européennes. Vous citiez, Damien, là, les chiffres tout à l'heure. Je pense qu'on est effectivement, depuis qu'on compte, plus ou moins, et quelles que soient effectivement les controverses qui entourent ces chiffres, ou le flou, ou les discussions plutôt controverses qui entourent ces chiffres, autour de 25 à 30 000 personnes depuis la fin des années 80. Je pense que les premiers enregistrements datent de 1988. Alors, elle n'inclut pas que les morts en Méditerranée, puisque les morts enregistrés aux frontières de l'Europe le sont également aux frontières orientales de l'Europe, et notamment en Ukraine. Et puis, elles ont tendance, pour certaines d'entre elles aussi, à inclure des personnes décédées dont on sait encore moins leur sort, qui sont les gens qui meurent dans le désert, et donc en Libye, en Algérie, au Mali, au Niger, dont on sait vraiment peu de choses. On pourra reparler effectivement de l'ambivalence de ces chiffres et de l'utilisation politique qui en est faite, à la fois de la part des militants des droits de l'homme pour contester et condamner les politiques migratoires dont il est question ce soir, et de la part de l'OIM pour montrer que la route est dangereuse et qu'il s'agit de rester chez soi plutôt que de tenter la grande traversée. Peut-être vous pouvez revenir sur ces controverses sur les chiffres assez brièvement. Oui, alors en deux mots, c'est intéressant de constater que la comptabilité macabre des morts aux frontières, elle est issue de ce qu'on va appeler assez lâchement de la société civile, quoi. Des organisations, des journalistes qui ont tenté d'alerter opinion publique et responsables politiques sur le coût humain de leurs pratiques migratoires. Les murs dont on parle, qui font que les gens se noient, que les gens meurent en prison, que les gens meurent pris par les balles des gardes frontières ou par des accidents divers. Cette exposition-là, elle a été, comme beaucoup d'ailleurs, et je pense que là on touche à une des questions intéressantes à explorer ce soir, c'est comment est-ce que l'humanitaire est évidemment récupéré, et comment est-ce que l'humanitaire est lucide sur sa récupération par les politiques, et qu'est-ce qu'on en fait. Parce que ces chiffres ont été largement ensuite récupérés, manipulés, notamment par l'Organisation internationale de l'immigration, qui est devenue depuis une organisation du système des Nations Unies, et qui en a fait un des principaux moteurs de leur campagne destinée à montrer la dangerosité de la migration. Et donc ces chiffres qui étaient faits pour présenter au public le problème des politiques migratoires est devenu un outil dissuasif aux mains de ces mêmes pouvoirs pour faire bien comprendre aux gens, qui peut-être n'en avaient pas connaissance, que les routes étaient dangereuses. Donc on a effectivement une ambivalence intéressante sur la production de chiffres. Les premiers producteurs de chiffres aujourd'hui sont les agences des Nations Unies, le HCR et l'OIM, qui sont eux-mêmes porteurs de cette ambivalence de l'humanitaire et du politique, l'OIM étant vraiment l'archétype de cette organisation qui, de sa main droite, secourt et de sa main gauche, contrôle. Et on pourra peut-être en reparler. Alors, juste un tout petit mot pour rappeler que l'histoire d'MSF dans ce contexte, elle est plus récente. Alors c'est paradoxal en un sens, puisque MSF s'est construit dans les mouvements de population. MSF est construit dans les camps de réfugiés. MSF a toujours travaillé avec les réfugiés. Et force est de constater que l'histoire de MSF avec les migrants est plus récente. Alors elle date en Europe continentale
du milieu des années 80, donc ce n'est pas si récent que ça. Mais en l'occurrence, quand on parle de l'espace méditerranéen, c'est plus récent. C'est Lampedusa, le tournant des années 2010, avec la section italienne de MSF qui s'installe pour tenter d'apporter des premiers secours aux gens qui arrivent. Et puis c'est à partir de 2015, et ça on en reparlera plus tard, les premières opérations de secours et de sauvetage en Méditerranée. Je réagis aussi un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, en parlant d'une politique sécuritaire et militarisée qui s'opposerait à une politique de l'accueil, et donc, enfin, qui s'opposerait. Oui, enfin, en tout cas, qui serait l'alternative à ce qu'on pourrait appeler, à ce qu'on souhaiterait être une politique humanitaire. Juste, non pas pour objecter, mais pour dire que la politique humanitaire, ce serait le minimum. Parce que ce à quoi on pourrait appeler, sans doute, c'est plus qu'une politique humanitaire, à savoir empêcher que les gens meurent. C'est une politique de la mobilité un peu réfléchie à nouveau frais, quoi, hein. Comment penser autrement la mobilité internationale, des gens qui bougent dans tous les sens. Et il me semble que c'est sans doute plus encore cette question-là que la question de la politique humanitaire des États qu'il s'agirait de réfléchir. Mais ça, je pense qu'on aura peut-être aussi l'occasion d'y revenir. Oui. C'était plutôt dans la tension sur la surenchère du point de vue européen, notamment dans un vocabulaire comme on l'a vu par exemple en Pologne très récemment, un vocabulaire extrêmement militarisé qu'on entendait déjà à Evros en mars 2020 avant le confinement. C'est surtout de ce domaine-là, on a l'impression que l'enjeu qu'on classifie de manière très générale d'humanitaire passe un peu au second plan face à ce discours de protection qui semble se renforcer en fait. C'était encore pas tellement, c'était encore moins une objection qu'une volonté finalement d'aller un petit peu plus loin. On n'a pas besoin d'aller en Pologne ni en Biélorussie. Le vocabulaire de la migration en général aujourd'hui est systématiquement associé dans le débat politique français à la protection et à la sécurité. Il n'y a pas un moment... Alors Jean Castex ne va pas parler de la militarisation des frontières, par contre il va parler de protéger les Français. Et donc les frontières protègent, ça veut dire quoi? Les migrants mettent en danger. Donc on est bien sur cette alternative-là, et donc absolument, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je rajouterais une dernière chose vraiment là-dessus, c'est qu'on parle beaucoup d'Europe. Bon, très bien, de fait, j'ai assez envie de parler de coproduction euro-méditerranéenne de cette politique. Et les États africains, et les États moyen-orientaux, et les États du Maghreb ne sont pas des acteurs passifs de ce qui se passe. Qu'on parle de l'Algérie, de la Libye, du Niger, du Liban, de la Syrie, de tout un tas de pays du pourtour, dans des degrés et de natures différentes, ont des relations, agissent sur ces politiques migratoires. Le Soudan, j'ai oublié le Soudan, j'aurais pas dû, mais dont on finit par se demander qui est l'otage de qui. On pourra revenir aussi là-dessus, mais on a pu avoir tendance à dire pendant longtemps, pour de bonnes raisons, que par ces politiques de solidarité, de développement conditionnées au contrôle des frontières, eh bien, les États du Sud étaient devenus les otages ou tributaires un peu de l'Union européenne. On a vu récemment, en observant la situation du Maroc, en observant aujourd'hui la frontière de l'Est de l'Europe, ou de la Turquie plus récemment, que l'Europe était en position de faiblesse, ou en tout cas que le rapport était très largement équilibré, quoi. Et donc, il me semble intéressant aussi, important, de considérer la définition des politiques comme étant de l'ordre de la coproduction, bien plus que de la seule émanation de la volonté des Européens. D'accord, merci pour ces éléments de contexte. Je propose maintenant de revenir plus pratiquement sur les actions, les dispositifs humanitaires qui ont donc été déployés. Peut-être, Martha, revenir d'abord pour continuer sur ce que tu disais sur l'Italie. Quels sont les types d'acteurs mobilisés, peut-être du point de vue de la société civile, et puis Michael pourra ouvrir sur les ONG, les OIG plus largement, continuer sur l'OIM, parce qu'en effet, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, tout d'abord, moi, je rejoins la réflexion de Michael sur les crises humanitaires qui sont effectivement des crises humanitaires entre guillemets, donc produites totalement par les politiques migratoires de non-accueil des États européens. Et donc, effectivement, ce qui s'est passé en Italie avec l'opération Mare Nostrum, c'est un peu un moment
d'exception particulière et qui rentre très bien un peu dans ce qui a été défini par Fassin comme la raison humanitaire. Donc effectivement, c'est un État qui se propose de donner cette image d'un État humanitaire et donc qui veut rentrer dans l'action humanitaire pour aller sauver les migrants. Donc c'est un discours, c'est une narration qui s'est produit dans ces premiers moments parce qu'effectivement, donc en retournant aussi dans le comptage des morts, effectivement, il faut rappeler qu'au début, donc tous ces naufrages, tous ces morts qui malheureusement donc étaient les résultats et les prix des politiques migratoires européennes et italiennes dans les canaux de Sicile, était très bien documenté par plusieurs journalistes italiens qui avaient fondé un blog qui s'appelait Fortress Europe. Donc effectivement, ça commence par là, les comptages de morts. J'ai rejoint Michael qu'après ces comptages a été donc réutilisé par des autres acteurs, notamment l'OIM à partir de 2013. Mais donc au début, c'était des acteurs de la société civile et des citoyens engagés qui voulaient justement montrer les coûts des politiques migratoires européennes et donc montrer à quel point il y avait des naufrages, des morts régulièrement à cause de ces passages dangereux dans la Méditerranée. Et donc, c'est dans ces contextes-là dans lesquels donc, la société civile est mobilisée et essaye de sensibiliser les citoyens. Donc, la politique et l'État italien se trouvent dans la place de proposer une opération humanitaire, mais qui est enfin une opération militaire aussi. Donc ça, c'est tout à fait, ça rentre tout à fait dans les analyses de Fassin. Et donc cette action humanitaire qui donne l'image d'un État, un visage humanitaire de cette action-là, mais qui est en même temps une mission militaire et de contrôle. Et je veux rappeler surtout que cette mission était entièrement contrôlée par la marine italienne. Alors que les opérations de secours, après la fin de l'opération Mare Nostrum qui arrive à la fin de 2014, sont dans les mains de la garde côtière italienne. Donc, effectivement, il s'agit de deux acteurs complètement différents. Et donc, la première intervention étatique est une intervention très militarisée, avec un visage très humanitaire. On veut sauver les migrants qui se noient en Méditerranée, mais qui déplaçaient et qui demandaient aussi un budget très important pour avoir de plus en plus de moyens à donner à la marine italienne, donc des navires, des hélicoptères et d'autres instruments de contrôle de la frontière maritime. Donc c'est un discours tout à fait lié. Donc ça va progresser, cette liaison et aussi le positionnement du gouvernement italien et des États européens. Donc l'opération Mare Nostrum se termine aussi parce qu'il y a eu pas mal des États européens qui n'étaient pas d'accord et qui ont fait des pressions sur la fin de cette opération-là. Et c'est très important parce qu'on va le retrouver après. C'est dans ces moments-là qu'on commence à parler de l'argument de l'appel d'air. Donc on parle de secours, de sauvetage en Méditerranée et on le définit comme un appel d'air. Il y a ces facteurs
pullback qui est totalement instrumentalisé et qui sera ensuite aussi instrumentalisé dans les politiques d'accueil. Donc, par exemple, c'est utilisé dans les dernières années quand on propose il y a des acteurs de la société civile qui essayent d'aider les réfugiés, d'aider les migrants. Tout ça est classifié comme appel d'air. Aussi, dans les cadres de cette opération Mare Nostrum, qui est la première opération de sauvetage en Méditerranée centrale, c'est pour la première fois que les États européens commencent à utiliser cet argument-là et instrumentaliser cet argument-là. Ensuite, je passe du coup la parole à Michael. Donc, quand cette opération va terminer et effectivement on voit que les naufrages persistent et que voilà, la société civile poursuit à rester intéressée à ça. Et donc, on a pour la première fois, et ça c'est un événement, un phénomène tout à fait nouveau, donc les organisations, les ONG et même des associations vont se créer pour finalement vraiment agir et donc aller en mer et participer aux opérations de sauvetage. Donc c'est un passage à l'action. Avant, il s'agissait de compter les morts, ou il s'agissait de faire du plaidoyer ou de sensibiliser sur cette thématique. Mais là, le phénomène nouveau, c'est qu'on passe à l'action. On va en mer à sauver les migrants. Ça commence en 2015 avec la crise migratoire des îles grecques, donc dans la mer Égée. C'est là-bas que pour la première fois, des acteurs de la société civile commencent à rentrer dans le jeu du sauvetage, mais après, très rapidement, ils vont se concentrer sur la route de la Méditerranée centrale. Oui, il y a même un précédent historique intéressant. Parce qu'il n'a pas abouti, il est intéressant de comprendre les raisons pour lesquelles il n'a pas abouti, c'est Cap Anamur, qui est une organisation allemande qui, au milieu des années 2000, avait tenté, pour la première fois, de mettre en place une opération de sauvetage non gouvernementale en Méditerranée. Et ils se sont heurtés assez rapidement à des difficultés qu'on retrouve aujourd'hui, des difficultés de non-autorisation de se livrer à des activités de sauvetage. Je fais une parenthèse littéraire pour rappeler l'existence d'un très beau roman de Laurent Godet qui s'appelle Eldorado et qui parle exactement, non pas de Cap Anamur, mais de cette période de 2006, là, au cours de laquelle on observait déjà des mouvements assez importants de migration depuis la Libye vers les côtes européennes. Un autre petit précédent historique, avant 2015, c'est MOAS. MOAS est une organisation maltaise qui a démarré dès 2014, pour quelques semaines, avec un navire destiné à faire des opérations de sauvetage. Le navire s'appelait Phoenix. Et on le connaît bien à MSF parce que c'est avec MOAS qu'on a, en 2015, démarré des opérations de sauvetage conjointes, avant ensuite de travailler donc avec SOS Méditerranée. Et donc en 2014, on a ces prémices qui poursuivent l'effort de Cap Anamur pour travailler en Méditerranée. C'était un galop d'essai et c'est effectivement, comme Martin le rappelait, suite à l'abandon de l'Italie par ses partenaires entre guillemets européens, ayant entraîné la fin de l'opération Mare Nostrum, que finalement les opérations de la société civile vont se mobiliser. Alors il y a un peu de frottement au niveau de la chronologie, parce que quand Médecins sans frontières est la première grosse organisation à s'installer en Méditerranée pour organiser des opérations de sauvetage, on est en avril 2015. Mare Nostrum s'est interrompu à la fin 2014. Pourquoi un peu de frottement au niveau de la chronologie? Parce que cette réflexion sur l'intervention en Méditerranée, elle est bien antérieure à l'abandon de Mare Nostrum. C'est-à-dire qu'on ne débarque pas une opération de secours en mer en quelques mois.
Surtout quand, comme MSF, on n'a aucune expérience en la matière. La dernière expérience, ça remontait à 78. C'est Île de Lumière et la mer de Chine, c'est quand même très très loin et on ne peut pas dire que ça a été couronné de succès. Donc en vérité, on n'a pas d'expertise. Donc il y a tout un élément et des conjonctions d'éléments qui font qu'on s'y met un petit peu. D'abord, le sentiment plus que diffus qu'il se passe quelque chose. Hein. Depuis 2011, on l'a vu, la fréquence des traversées, par exemple, la fréquence des naufrages. Et puis, quelques jours avant le lancement de ce partenariat avec MOAS en avril 2015, on assiste, les spectateurs du monde européen, pour ne pas dire du monde entier, assistent au naufrage de 2 navires causant la mort de plus de 1000 personnes, provoquant une petite onde de choc. Une onde de choc dont on ne se souvient plus parce que depuis, il y a eu 20 000 morts et plus personne ne sait plus la valeur de ces chiffres. Hein. On sait un peu à quel point les statistiques perdent de leur densité humaine lorsqu'elles sont aussi importantes que ça. Et donc, on a le lancement de ces opérations et à la suite de quoi beaucoup d'organisations effectivement vont se joindre, non pas à MSF comme un exemple, mais vont se joindre à la lutte hein, et au combat pour, je dirais, sauver des vies selon des modalités différentes. Et ça, Martha pourra y revenir, elle est beaucoup plus précise que moi là-dessus. Mais on a pu compter jusqu'à une dizaine d'organisations en Méditerranée en même temps, les années 2015 et 2016. Donc MSF va être rejoint par d'autres bateaux de MSF. D'ailleurs, on aura jusqu'à 3 navires de MSF, différentes sections. Je vous passe la complexité du mouvement Médecins sans frontières, mais on aura jusqu'à 3 bateaux en même temps en Méditerranée, à un moment où, et ça on reviendra forcément là-dessus aussi, on est dans une espèce de lune de miel humanitaire du sauvetage en Méditerranée. Alors on peut considérer que cette lune de miel, elle s'ouvre avec Mare Nostrum en octobre 2013, hein, marquée par les conséquences de ce naufrage horrible à Lampedusa. Parenthèse qui va se refermer en 2017, et ça, évidemment, on reviendra de ça. Mais pourquoi parenthèse? Parce que ce sont des années, disons 3-4 ans, pendant lesquelles les sauvetages en mer, en tout cas la logique humanitaire, va l'emporter globalement sur la logique sécuritaire. C'est-à-dire qu'elle ne sera jamais dénuée de logique sécuritaire, jamais. Mais on ne peut pas être binaire et opposer humanitaire et sécuritaire parce que, eh bien, comme Mare Nostrum en est l'incarnation, on est dans un curseur qu'on essaie de positionner comme ça sur un continuum. Et après tout, je défie, en tout cas, je me mets moi-même au défi d'émettre un jugement de principe sur ce continuum parce que l'humanitaire, ce n'est pas l'apanage de la société civile et qu'il n'y a pas de souci du tout à ce que les États décident de faire de l'humanitaire. Il n'y a pas l'humanitaire n'est pas l'apanage des MSF et donc le chiffre n'a pas été cité, mais Mare Nostrum a sauvé 200 000 vies en un an. En tout cas, les ONG le raconteraient comme ça. Disons que Mare Nostrum a permis de débarquer 200 000 personnes sur les côtes italiennes en une année, ce qui est absolument considérable. Beaucoup de ces gens seraient morts, en tout cas, si l'opération n'avait pas été menée. Donc je pense que c'est intéressant de regarder ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le dispositif reste militaro-humanitaire. On voit que le curseur a bougé. Hein, et on est bien dans l'obligation d'émettre un jugement différent sur la situation d'aujourd'hui par rapport à la situation d'hier ou à celle de 2014. Il va être intéressant de voir pourquoi est-ce que cette parenthèse, eh bien, il y a été mis fin à un moment, à partir de 2017, après que finalement ces différents dispositifs privés, publics, militaires, commerciaux, tout ce qu'on veut, aient contribué au transport et à la sauvegarde de sans doute autour de 450 000 personnes en 4 ans. Quoi. Voilà. Peut-être, Martha, revenir sur des pratiques concrètes d'action de sauvetage pour un peu incarner tout ça, notamment sur les côtes italiennes. Oui, donc effectivement, il y a ces périodes dont Michael a parlé. Jusqu'à 2017, les acteurs de la société civile, donc on parle des ONG historiques comme MSF,
Save the Children ou des autres ONG qui viennent de se former justement pour aller en Méditerranée centrale et sauver les migrants. Donc dans cette période-là, effectivement, il y a l'humanitaire l'emporte dans le sens que effectivement il y a aussi une bonne collaboration, assez bonne collaboration entre les navires des ONG et les autorités italiennes. Et ça, c'est, disons, vraiment très important. Donc, effectivement, ce qu'on appelle en anglais MRCC, selon les conventions internationales, donc c'est un peu la centrale de coordination de sauvetage de la gare côtière italienne, prend la responsabilité de coordonner toutes les opérations de sauvetage en Méditerranée centrale et donc si elle reçoit des appels, par exemple des secours, elle envoie l'information aux bateaux des ONG ou à d'autres bateaux commerciaux navires commerciaux qui pourraient être à côté. Et donc elle a un rôle très proactif dans la coordination de sauvetage. Et ça, c'est un peu, oui, une période d'or parce qu'on arrive même sans les navires militaires de Mare Nostrum. Et donc, on arrive à avoir une autre petite flottille civile, pas militaire, qui est utilisée par les autorités italiennes. Il y a cette collaboration. Qui fait en sorte que on arrive à sauver beaucoup de vies toujours. Donc ça c'est un peu les premières années, même si il y avait toujours dans cette configuration des relations entre les ONG qui font le sauvetage et les autorités italiennes, il y a bien évidemment des différences. Parce qu'il s'agit des acteurs différents. Donc, on a MSF qui a un certain positionnement, on a Save the Children qui a un autre positionnement, on a d'autres organisations qui sont vraiment nées des mouvements sociaux par les bas et qui ont donc une base un peu militante aussi engagée et qui ont aussi d'autres manière de se rapporter avec les autorités italiennes en général. Et donc, évidemment, il y a des différentes relations, mais globalement, on voit dans ces années-là, jusqu'au début de l'année 2017, jusqu'à même, je dirais, au printemps 2017, plus ou moins, on voit un rôle de la gare côtière italienne, de la centrale de coordination de sauvetage très réactif par rapport à tous les sauvetages. Moi, quand j'allais faire des entretiens, ils étaient très contents. Ils voulaient justement raconter qu'ils étaient très contents du fait qu'il y avait ces navires des ONG. Tous les discours ont complètement changé après 2017. Donc après 2017, on commence même en Italie, on recommence avec des pressions, des campagnes électorales anti-migrants, mais pas seulement en Italie. Au niveau européen, il y a plusieurs conseils, le Conseil d'Europe et plusieurs autres occasions dans lesquelles les pays européens commencent à exprimer leur inquiétude par rapport à tous ces arrivées de migrants qui traversent la Méditerranée centrale à cause de tous ces bateaux qui sauvent les migrants. Et donc, ils sont inquiets par les flux migratoires de la route concernant la Méditerranée centrale. Et donc, on retrouve même dans les documents, dans les discussions officielles, on a de quelque façon essayer de fermer la route des Balkans et la route un peu qui passait par la Turquie. Maintenant, il faut s'occuper de la route de la Méditerranée centrale. Donc,
on a en même temps une envie du gouvernement italien qui est pressé un peu par la campagne électorale de l'extrême droite, mais en même temps aussi la pression toujours des autres acteurs de l'Union européenne, de la Commission européenne notamment, et des autres gouvernements européens à essayer de quelque manière fermer cette route. Et ça, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il ne s'agit pas d'une frontière terrestre, mais il s'agit d'une frontière maritime. Et on sait, donc par exemple, dans les eaux internationales, donc on ne parle pas des eaux territoriales, il y a quand même des conventions internationales maritimes qui priment sur les lois nationales. Et donc là, c'était beaucoup plus difficile de trouver une manière de fermer cette route-là. Donc on commence en reprenant à nouveau l'argument de appel d'air. Et donc à travers cet argument-là, on commence à une criminalisation des ONG qui font le sauvetage en mer, pas seulement des ONG, mais même dans une interrogation parlementaire en Italie aussi de la garde côtière italienne. Donc il y a une criminalisation de tous les acteurs, même gouvernementaux, qui font le sauvetage en Méditerranée. Et donc on recommence à utiliser les mêmes arguments qu'on avait utilisés contre Mare Nostrum, l'appel d'air. Et donc, dans un premier moment, c'est une criminalisation très médiatique partout dans les journaux. On parle d'une possible complicité entre les ONG et les trafiquants. Et donc, cette campagne discriminatoire commence vraiment au niveau médiatique. Il y a notamment un procureur italien qui s'appelle Zuccaro qui commence à faire beaucoup de... donc il parle dans toutes les télévisions italiennes, dans toutes les chaînes de télévision, dans tous les médias, dans tous les journaux, et il dit qu'il a des preuves contre les ONG, il dit qu'il y a des liens entre les opérations de sauvetage et les opérations criminelles des trafiquants. Et alors qu'il n'y a pas de preuves, donc c'est une criminalisation qui se joue beaucoup sur le niveau de la communication médiatique, mais ça ne tarderait pas à devenir une criminalisation juridique aussi. Donc des enquêtes s'ouvrent, donc il y a une véritable pression juridique sur tous les ONG qui donc sont engagés dans les opérations de sauvetage en Méditerranée centrale. Donc la pression médiatique et politique et judiciaire est vraiment très importante. Et c'est dans ce contexte-là que les gouvernements italiens, d'un côté, les acteurs aussi européens avec les gouvernements italiens essayent de renforcer les acteurs libyens et de donner des moyens pour faire des opérations de sauvetage dans les eaux territoriales, mais même dans les eaux internationales, de manière qu'ils puissent donc reprendre les réfugiés et les ramener en Libye, ce qui est impossible de faire par un acteur, par un navire européen, parce que ça serait une action de refoulement. Donc la seule manière de refouler les réfugiés et les migrants qui se trouvent en Méditerranée, en Libye, c'est que des acteurs libyens s'en chargent des opérations de sauvetage. Donc, légalement, c'est la seule manière de le faire. Et donc, on commence de ce côté-là à renforcer, financer, former cette garde côtière libyenne qu'on ne définit vraiment pas, personne ne la définit vraiment pas une véritable garde côtière libyenne, vu la situation
en Libye, après la chute de Kadhafi, c'est toujours un pays en guerre où il y a plusieurs autorités, centres de pouvoir, c'est des pouvoirs très fragmentés, donc il y a plusieurs gardes côtières libyennes qui répondent à plusieurs donc leaders, donc c'est vraiment très problématique. Et de l'autre côté, en Europe, on procède avec cette criminalisation des ONG, avec cette pression institutionnelle. Et donc, on commence avec un petit outil de pression aussi, qui est les codes de conduite proposés par les gouvernements italiens. Ces codes de conduite créent vraiment un peu de la confusion et donc ça commence effectivement aussi à relever les différents positionnements des différents ONG qui sont engagés dans les opérations de sauvetage. Donc les ONG sont mises en crise par la proposition de ce code de conduite parce que ça irait certains principes de l'action humanitaire tout court, par certains principes des ONG qui agissent en Méditerranée, mais aussi parfois contre certains principes des conventions internationales tout court. Donc c'est un outil pas légal, c'est juste un outil de pression politique parce que mais que donc c'est un autre outil dans ces contextes de criminalisation qui voudrait que certains ONG abandonnent un peu l'espace méditerranéen ou surtout essayent de suivre seulement les ordres donnés un peu par les gouvernements italiens et donc des manières de laisser espace, et ça c'est crucial, laisser l'espace d'action aux acteurs libyens. Okay. Donc c'est un peu ça, je pense que Mickaël pourra rejoindre pas mal de... Peut-être Mickaël voulait peut-être rajouter des choses sur les entraves, sur la criminalisation, notamment avec ce tournant donc, que vous avez l'air de décrire à partir de 2017, qui contraignent aujourd'hui l'action humanitaire, et puis en effet, comme vous le disiez tout à l'heure, l'implication des Libyens et des Tunisiens peut-être aussi. Ouais, je vais rappeler aussi, là aussi, un petit précédent historique, c'est mon dada, ça, question de formation. C'est que cette question de l'appel d'air, elle est évidemment antérieure à la Méditerranée. Mes références culturelles aussi, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Welcome avec Vincent Lindon, mais c'est beaucoup plus vieux que ça. La question de la criminalisation de l'aide, elle remonte au début des années 2000 en France. La rhétorique de l'appel d'air, elle remonte... elle est bien antérieure encore. C'est-à-dire que l'idée que l'aide aux victimes représente une façon d'encourager les départs, elle est inscrite dans les politiques migratoires européennes depuis longtemps. Et évidemment, l'espace européen a constitué un épisode particulièrement aigu de cette utilisation, du terme. Mais effectivement, je pense qu'il est important de rappeler quand même que la question du délit de solidarité, comme on l'appelle, elle est ancienne et elle est ancrée dans les pratiques sécuritaires des politiques, notamment françaises, parce qu'en Italie, je n'en sais rien en fait, mais en France certainement, depuis vraiment longtemps. Bon, eh ben on peut, enfin, appel d'air. Dont on peut voir qu'il a infusé toutes les politiques gouvernementales, y compris les questions de développement, enfin vraiment de manière très, très, très riche, quoi, très, très riche. Ensuite, oui, effectivement, c'est vraiment intéressant, et pour le coup, on peut saluer l'ingéniosité des architectes de la politique européenne, sans adopter une démarche absolument intentionnaliste, n'empêche que c'est quand même bien pensé, quoi. Et alors, c'est pensé de plusieurs endroits en même temps. Alors, plusieurs endroits géographiques. Hein. Martha le disait, on ferme les frontières orientales, on ferme la Grèce, on fait l'accord, la déclaration commune entre la Turquie et l'Union européenne en 2016, qui ferme le couloir des Balkans, qui impose les hotspots, dont on peut parler à un moment aussi avec cette
inflation hallucinante du nombre de gens qui occupent ces petits espaces insulaires confettis à la frontière avec la Turquie, le renforcement des contrôles, on n'a pas du tout parlé ni dans l'introduction tout à l'heure, mais de la Manche. Alors c'est des mouvements secondaires, mais quand même c'est 20 000 personnes qui ont essayé de traverser, plus de 20 000 personnes, 25 000 personnes je pense qui ont tenté de traverser, dont 20 000 ont réussi à traverser la Manche depuis la France jusqu'à la Grande-Bretagne. Donc ce sont des moments, je dirais, significatifs à défaut d'être considérables, et effectivement avec des dispositifs visant à les bloquer de manière technologique, policière, etc. Et donc un des derniers verrous, c'était le verrou libyen. Aujourd'hui, ça déborde sur l'Espagne à Gibraltar, ça déborde sur les Canaries. Je pense qu'il faudra absolument y revenir. Le nombre d'arrivées vers les îles des Canaries est important aussi, avec une détresse humaine et un nombre de morts très considérable aussi. Pour le coup, très peu de publicité, je dirais publique en tout cas, de restitution publique de ce qui s'y passe. Voilà. Bon, pour revenir en tout cas à nos moutons méditerranéens et libyens, là tout de suite, on a effectivement l'arrivée au pouvoir d'une coalition de droite d'abord de droite et de centre-droit, qui décide effectivement donc de l'imposition de ce code de conduite aux ONG. Alors, quel était le reproche fait aux ONG et pourquoi imposer ce document ? L'accusation portée contre les ONG et dont les autorités françaises se sont fait le relais aussi, à partir de ces années-là, c'est non pas seulement celle de l'appel d'air, parce que ça, c'est pas grave, c'est celle de la complicité avec les passeurs. C'est de penser que les humanitaires ne sont pas simplement des idiots utiles de l'arrivée des migrants sur les côtes européennes, mais quels sont les acteurs actifs en collaboration avec les passeurs de l'arrivée illégale et massive de personnes en provenance d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. On n'était pas encore à assumer publiquement le grand remplacement, comme c'est le cas en 2021, mais on en voyait quand même se dessiner les contours. Donc le code de conduite est destiné à régimenter les organisations, à leur imposer des contraintes au nom d'accusations qu'on n'a jamais réussi à corroborer, mais pour assurer que le travail est bien fait. Donc on va appeler ça une reprise en main. Donc cette reprise en main, elle a d'abord effectivement pour objectif et résultat assez tangible de déboussoler les humanitaires qui ne savent pas très bien comment se comporter. Est-ce qu'on signe, est-ce qu'on ne signe pas? Est-ce qu'on s'oppose, est-ce qu'on ne s'oppose pas? Est-ce que si on signe, on se conforme, donc on se soumet? Est-ce qu'on se révolte? Et au nom de quoi finalement? Parce qu'après tout, il n'y avait rien de très dommageable non plus dans ce code de conduite. Donc on déboussole, on désoriente les organisations non gouvernementales. On va assez rapidement, et le mouvement va très nettement s'amplifier à partir de 2018, et pour le coup l'arrivée d'un gouvernement d'extrême droite en Italie, l'empêchement de travailler, la fermeture des ports, et notamment un épisode dont un de nous a invités pourra parler tout à l'heure, qui est l'interdiction faite à l'Aquarius, qui était le bateau d'SOS Méditerranée en collaboration avec MSF, de débarquer sur les côtes italiennes, le refus des autorités françaises de l'autoriser également à débarquer sur les côtes françaises, et la décision prise finalement par l'équipage et les deux organisations d'accepter la proposition espagnole d'aller jusqu'à Valence, en Espagne, au terme d'un périple. Et je parle de périple à dessein parce que c'était une espèce de tempête énorme, enfin c'était des conditions de navigation vraiment difficiles, donc c'est pas romancé là, pendant 5 jours. Un autre tournant, cette histoire-là, un autre tournant. Mais en tout cas, interdiction des ports. Donc les ONG sont quand même très empêchées de travailler, très embêtées, très entravées par des dispositifs juridiques, judiciaires, bureaucratiques, administratifs, une campagne de presse sur laquelle je ne reviens pas, vociférante de la part des médias italiens d'abord, mais avec une reprise, je dirais, rhétorique de la part de... en tout cas en 2018, en 2017 pas encore, mais des autorités françaises, le président Macron et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Collomb puis Castaner, reprenant à leur compte tous ces argumentaires. Donc, on empêche les ONG de travailler. Et puis, on fait quoi d'autre? On va supprimer progressivement
ce qu'on va appeler les maritime assets. Donc, désolé, le dispositif maritime militaire, étatique, quoi, hein. Donc, les opérations militaires de patrouille qui ont toujours eu donc, cette ambivalence humanitaire et militaire, eh bien, on va supprimer entièrement l'humanitaire de tout ça. On va supprimer les bateaux et on va supprimer les témoins. Et donc, on va aussi supprimer, finalement, une petite capacité de sauvetage menée par ces militaires. Parce qu'il est important de rappeler, là, moi, je n'ai pas les statistiques en tête, mais que les dispositifs humanitaires n'ont jamais contribué à sauver plus de 40% des personnes qui sont finalement arrivées sur les côtes européennes. Donc les dispositifs d'ONG n'ont jamais constitué la majorité des opérations de sauvetage. Le complément majoritaire étant apporté à la fois par les dispositifs publics, donc militaires, il faut être clair, militaires ou garde-côtes, bon, et commerciaux. Et le troisième, finalement, la troisième étape de la suppression de ce dispositif de secours, donc on a supprimé les ONG, on supprime les dispositifs militaires et garde-côtes, et puis on va supprimer les dispositifs commerciaux. Comment on va supprimer les dispositifs commerciaux? Eh bien, en leur refusant le débarquement dans les ports aussi. Donc en les dissuadant de venir au secours des personnes en danger, sachant que là encore, on est face à... On met les navires commerciaux dans une... Et les navires, enfin c'est des gens, hein, c'est les capitaines des navires, devant des affres de questionnement compréhensibles, enfin, entre une obligation légale de sauver des gens, parce que c'est inscrit dans le droit maritime, et plus qu'une inscription dans le droit maritime, c'est inscrit dans les pratiques. C'est comme ça qu'on fait. On est marin, on sauve des gens, quoi. Pas de doute. Et puis, une injonction à ne pas faire de la part des États, ou alors on se retrouve en prison, ou alors on se fait enlever son pavillon, ou alors on perd son contrat avec l'État, ou machin, parce que, évidemment, quand on fait des ronds dans l'eau pendant 8 jours pour trouver un port de débarquement, eh bien, la marchandise, elle traîne, elle perd de la valeur, donc c'est très compliqué. Donc, on va aussi décourager les navires commerciaux qui vont prendre des autres routes, se dérouter des lieux de sauvetage, etc. Et donc, on assiste à une disparition de l'ensemble du dispositif de sauvetage. Alors, disparition totale, non, parce qu'évidemment, il y a toujours 3 bateaux qui tournent et tout ça, mais enfin, dans l'ensemble, quand même, une dilution très importante dans l'espace méditerranéen. Et donc, le quatrième dispositif, la quatrième étape, et tout ça est simultané, hein, il n'y a pas d'étape consécutive, c'est la mise en place donc, d'un dispositif de secours aux mains des Libyens, ou aux mains de Libyens, disons, auquel s'ajoute la création, avec le soutien des Européens et de l'Italie en particulier, d'une zone de sauvetage sous responsabilité des Libyens. C'est-à-dire que les Libyens sont sommés, évidemment de manière consentante, hein, de mener des opérations de sauvetage dans la limite de leurs eaux territoriales. Ce qui contraint les organisations non gouvernementales qui opèrent en Méditerranée à opérer en coordination avec ce que Martha appelait tout à l'heure le MRCC, le Maritime Rescue Coordination Center, donc le centre de coordination de sauvetage en mer, non plus italien ni maltais, mais libyen. Et là, gros souci, parce que quand on les appelle, il n'y a personne au bout du fil, quoi. Ils ne sont pas là, ils n'existent pas, ils ne parlent pas anglais, bon, gros bazar. Et on reviendra, ou peut-être, on peut parler maintenant aussi de la, de la coordination, très musclée. Des épisodes de confrontation très musclés, violents, qu'on a pu, nous, MSF, SOS et d'autres organisations, les pêcheurs, enfin tout un tas de gens comme ça, rencontrer dans leur cohabitation avec les gardes-côtes libyens. Voilà. Un petit élément, pas ironique, mais qui permet d'ajouter un peu au cocasse de la situation, c'est que les Européens, les Italiens en particulier, mais pas que, les Français aussi, se sont fait fort de rééquiper la marine italienne de navires. Parce que la marine italienne avait été systématiquement détruite par l'OTAN en 2011, au moment du conflit
ayant abouti à l'élimination de Kadhafi et de son régime. Donc il n'y avait plus de marine italienne. Donc il a fallu que l'Europe reconstitue entièrement une marine italienne, soit en réparant des bateaux qui avaient été... La marine libyenne, pardon, excuse-moi. Bon, la marine italienne, on peut en parler aussi, hein, oui, mais... Là, ils se sont refaits mais avec Mare Nostrum. La marine libyenne a été reconstruite aux frais des Européens, et l'est encore, hein, beaucoup par les Italiens, mais aussi par les Français. On était rentrés, nous, je fais une parenthèse et j'en termine là, en contentieux, en 2019, je crois maintenant, 2019 ? Je crois que c'était 2019. En contentieux avec l'État français qui avait souhaité donner 6 bateaux. Alors c'était des petits bateaux, hein, c'était des canots de sauvetage, en l'occurrence des grands Zodiacs, quoi. 6 canots de sauvetage à la marine libyenne, et on avait donc porté l'affaire devant les tribunaux pour empêcher cette cession, qui finalement n'a pas eu lieu. Voilà. Alors peut-être revenir maintenant à la question de la politisation de l'action humanitaire. On l'a déjà abordé, on voit bien, vous avez tout à fait à juste titre raison de parler d'un complexe militaro-humanitaire, on voit bien que c'est très imbriqué, mais je voudrais revenir vraiment à la question à la Didier Fassin, c'est-à-dire sauver des vies au nom de quoi ? Du point de vue des acteurs humanitaires, quelle est la politisation de leur action ? Est-ce qu'on agit selon des principes en effet moraux, d'humanité, mais aussi, est-ce que, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, il y a une réflexion bien évidemment sur les politiques migratoires européennes, sur la mobilité, sur le rapport à la liberté de circulation. Voilà, ce que chacun dans vos terrains, notamment en Italie, on va peut-être commencer par vous Marta, comment est-ce que cette action est perçue et politisée ? Oui, justement, c'est une rhétorique utilisée par tous les acteurs, mais qui a une connotation, un significat complètement différent selon les acteurs qui s'approprient de cette narration. Donc, sauver les vies a un significat très différent. Si la narration est portée par les gouvernements européens ou par les organisations internationales comme l'OIM, justement, que par des ONG qui s'étaient vraiment engagées dans les opérations de sauvetage en mer, même avec leurs différents positionnements, mais avec un but commun qui était celui de contraster de quelque manière ces politiques mortifères européennes qui se jouent à la frontière externe de l'Union européenne, à la frontière maritime notamment. Et donc, effectivement, la rhétorique un peu hypocrite utilisée par les acteurs étatiques ou par l'Union européenne, les acteurs de l'Union européenne ou les acteurs comme l'OIM. Donc il s'agit de sauver des vies au nom de finalement éviter aux migrants des traversées dangereuses, éviter qu'ils arrivent dans les territoires européens. Donc c'est ça l'objectif notamment. Et donc effectivement, même quand on met en place cette zone de sauvetage SAR, libyenne, dans laquelle les acteurs libyens ont l'obligation de coordonner les opérations de sauvetage. Donc les acteurs étatiques européennes ou les organisations internationales se réjouissent du fait que voilà, les Libyens sont en train de sauver des vies. Et cet argument est répété plusieurs fois dans les années par plusieurs gouvernements de gauche, de droite. C'est que effectivement, les acteurs libyens, ils sauvent des vies. Donc on a bien fait de les former, de les aider parce qu'on a effectivement sauvé des vies. Alors que l'argument de sauvetage de vie utilisé par d'autres acteurs a un caractère politique totalement différent, a une connotation politique totalement différente, portée par
des ONG qui veulent vraiment contester les politiques migratoires européennes de non-accueil, mais aussi de non-assistance aux personnes en danger, ce qui est le cas de bateaux en détresse en Méditerranée. Et comme justement a souligné Michael, c'est vrai que la majorité des sauvetages étaient faits pas par les ONG, pas par les navires de bateaux, mais notamment par d'autres types de navires militaires, étatiques ou commerciaux. Et donc là, quand on démantèle la flottille et toutes les possibilités effectivement de faire ces opérations de sauvetage, on laisse vraiment tout dans les mains des acteurs libyens pour empêcher que les migrants rejoignent le territoire européen. Mais aussi, on se trouve dans des situations très difficiles de tension parce qu'il y a quand même des bateaux qui arrivent à surpasser la zone des compétences libyennes. Et du coup, s'il n'y a pas des navires qui peuvent prêter secours, ils se noient, donc ils meurent. Donc c'est toujours effectivement. Donc il y a toujours, c'est pour ça que même malgré les empêchements bureaucratiques, administratifs, juridiques, les ONG ont toujours essayé d'être présents parce que il y a un vide maintenant dans les dispositifs collectifs de sauvetage en Méditerranée centrale. Il n'y a plus de navires, mais par contre, il y a encore des personnes qui traversent et qui meurent. Et je voulais aussi souligner le fait qu'effectivement, il y a eu des moments de tension entre les acteurs non gouvernementaux et les acteurs libyens, justement. Mais ça a commencé dès qu'on a commencé à donner un peu de pouvoir aux acteurs libyens. Ça a commencé très tôt, une sorte de bataille navale, même parfois, entre certains navires des ONG et les acteurs libyens. Les premiers épisodes clés, c'était en novembre 2017, entre les navires de Sea-Watch et un bateau de la garde côtière libyenne. Donc, ils sont tous les deux sur le lieu du naufrage. Et il y a de la confusion, il y a de la tension. Et la conséquence, c'est que beaucoup de personnes se noient parce que, effectivement, les Libyens veulent prendre les migrants, les réfugiés et les ramener en Libye pour montrer aux acteurs européens qu'ils font leur boulot, alors que l'ONG allemande Sea-Watch ne veut prendre ces migrants pour éviter qu'ils soient refoulés en Libye. Et donc, il y a les autres conséquences, c'est aussi plusieurs tensions, aussi des rencontres un peu fortes qui a évoqué Michael entre les ONG et les acteurs libyens. Okay. Et alors donc sur cette idée sauver les vies au nom de quoi? La réponse, elle est d'abord assez simple. Sauver les vies au nom de la vie. Je pense qu'il y a quelque chose de très de l'ordre du réflexe reptilien chez les humanitaires qui, avant même de se doubler de la geste des gens de mer, nécessite qu'on sauve les gens qui sont dans le besoin d'être sauvés. D'autant plus lorsque ces gens sont des sacrifiés des politiques publiques. C'est-à-dire qu'on a aussi là l'idée que ce sont des gens qui sont totalement en marge des politiques publiques, des productions des politiques publiques, et que, pour reprendre un vocabulaire marxiste,
que c'est à ces 100 parts-là, il faut savoir s'en occuper, et que cette tâche revient aux humanitaires, et qu'ensuite, on réfléchit à la place qu'on occupe effectivement dans le dispositif. Et là, je dirais qu'on a, on a là aussi des phases sur cette histoire-là, de 2015 à aujourd'hui. C'est comme une valse, quoi, où on va articuler nos relations de manière plus ou moins, je dirais, agressive et bienveillante en fonction de ce qu'est justement et précisément la politique des États, d'une part, et d'autre part, à notre capacité aussi à dépasser, et les limites, à dépasser un peu le cadre contraint qui nous est donné. C'est-à-dire que je pense, là, pour élargir un peu le cadre de la discussion, ce sera sans précédent historique cette fois-ci, mais il y a un mot que j'aime bien, même s'il est un peu abusif, c'est le mot de subversion. Je pense qu'en particulier dans cet espace de la politique migratoire dont on parle, il est très important de cultiver cet esprit un peu subversif de l'humanitaire. Donc c'est un peu abusif, parce que suite, il y a une espèce d'esprit de révolte qui, quand on regarde MSF, n'est pas forcément évident, mais l'idée en tout cas qu'on va essayer de déranger l'ordre. Et lorsque MSF démarre ses opérations de secours en mer en 2015, il n'y a aucun doute qu'elle dérange l'ordre. Que même si on se situe dans un moment où finalement, assez vite, les choses vont se normaliser avec des opérations de sauvetage en mer qui aboutissent à des débarquements, je dirais, relativement facilités, tels que Martha les écrivait. N'empêche qu'il n'y a pas Mare Nostrum, que les Européens n'ont aucune envie de mettre en place un dispositif de secours commun, qu'on vient de se faire 1200 morts à l'occasion de naufrages et que tout le monde s'en fiche. Que de voir MSF, qui n'est jamais intervenu là dans l'espace méditerranéen, dire maintenant ça suffit vos histoires là, c'est important, c'est un geste, je dirais, puissant, c'est un geste qui a de la puissance. Et c'est pas anodin que c'est juste quelques mois après, MSF met en place le camp de Grande-Synthe, dans le nord de la France, là aussi en opposition à l'État. Je pense qu'on a deux moments où l'humanitaire est fort, quoi. Fort de sa capacité à dire merde, à dire maintenant c'est pas possible, aux politiques on n'en veut pas. Et la difficulté, c'est que ces temps-là, ils ne durent jamais très longtemps. C'est des parenthèses, parce que ces gens sont très forts. On est récupéré un peu et on est normalisé. Hurler, c'est être rejeté aux marges. Ne pas hurler, c'est faire partie du dispositif qui fait qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas 0 bateau en Méditerranée. Il y en a quelques-uns. Alors, il y a toujours, sur zone, 1 bateau, 2 bateaux qui font le boulot. Les débarquements ne se font plus en 1 jour, comme c'était le cas il y a 5 ans. Ils ne se font plus non plus en 12 jours, comme c'était le cas il y a 3 ans. Ils se font en 5 jours. Donc, ça devient acceptable et tout devient acceptable. Donc, la question, pour moi, et pour nous, et pour tout le monde ici, elle est finalement comment dépasser, comment arriver à rendre cette réalité de nouveau non acceptable. Et je condamne certainement pas mes collègues, vraiment certainement pas mes collègues quand je dis quelque chose comme ça, mais je constate que les morts qu'on égrène, on les a normalisés aussi. Et c'est ça finalement l'objectif ou l'enjeu finalement de cette question de comment on se situe dans ce curseur, nous, là, d'arriver à continuer à jouer les empêcheurs de tourner en rond profondément. Je trouve qu'aujourd'hui, on est en situation d'échec. Et ce n'est pas faute d'essayer, mais je pense qu'on est en situation d'échec, c'est difficile. Et je parle finalement un peu de tout le monde. C'est vrai sur l'ensemble de l'espace européen. Je ne parle pas seulement de la Méditerranée. Je pense que là, il y a une réflexion collective à avoir pour... et ça, j'avais engagé des discussions déjà importantes avec certains acteurs de sauvetage en mer pour ne pas être la SNSM, quoi. J'aime beaucoup la SNSM, je suis donateur de la SNSM, mais j'imagine pas que le rôle d'MSF ce soit de faire la SNSM. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à dépasser un peu ce cadre, ce statut de délégataire à minima d'une politique publique destinée à rendre une réalité totalement inacceptable un tout petit peu normalisée, quoi. D'accord, merci. Sur cela, je voudrais ajouter aussi un autre élément important, c'est que dans ces évolutions de la gestion de sauvetage en Méditerranée,
À partir de 2018, les sauvetages ne sont plus classifiés par les autorités italiennes comme des vrais sauvetages, mais plutôt comme des opérations pour contraster l'immigration irrégulière. Donc ça change totalement aussi au niveau des statistiques et au niveau de l'analyse de ces données, parce que ça le... Alors, avant tout, ça change la pratique de sauvetage. Donc, ça, si on classifie un événement comme un événement de contrôle contre l'immigration irrégulière, on n'est pas donc vraiment obligé d'intervenir dans le sauvetage ni de coordonner. Et c'est pour ça que dans les dernières années, les ONG aussi n'ont plus eu la coordination de l'opération de sauvetage. Ils ont juste eu à la fin l'autorisation à débarquer dans un certain port. Ça change, c'est une évolution très importante parce que l'humanitaire, on ne le voit plus parce qu'il est même plus défini par les autorités comme opération de sauvetage, mais comme opération de contrôle de l'immigration irrégulière. Et donc, l'État ne prend pas en charge les sauvetages jusqu'à quand les bateaux avec les migrants secourus sont dans les eaux territoriales italiennes et demandent gentiment de débarquer dans un port sûr. Et donc, c'est une évolution, vraiment, c'est un changement total par rapport à ce qui était les années de l'humanitaire, de sauvetage en Méditerranée entre 2015 et 2017. Je voulais ajouter juste ces petits éléments. Ok, peut-être avant d'ouvrir la discussion, je voulais quand même qu'on prenne aussi la perspective des personnes qui sont sauvées, des personnes qu'on classifie très vite en français de migrants. Il y a d'autres vocabulaires, on parle d'exilés, on parle tout simplement de personnes en migration, en déplacement. Quel est le rôle de l'action humanitaire dans les interactions avec ces personnes? Est-ce qu'en termes de porte-parole de quelque part de leur souffrance, de leur trajectoire, ou au contraire, il y a eu quand même des débats aussi sur des visions de rapports racisés avec les personnes qu'on sauve. Il y a aussi des études postcoloniales là-dessus qui mettent l'accent là-dessus, avec certains documentaires qui montraient un peu un syndrome de l'homme blanc à sauver. Voilà, bon, ça c'est pour les plus critiques. Bref, comment vous voyez justement la place des personnes qui sont secourues dans ces dispositifs et comment elles sont perçues et comment leur violence, leur expérience de la violence est prise en compte par l'action humanitaire? Moi, de ce que j'ai pu observer, justement, en faisant une comparaison entre les différents acteurs, oui, notamment un peu ces paradoxes parfois de l'action humanitaire comme dominante. Donc, il y a la personne qui sauve, qui est de quelque façon à une position dominante par rapport à la personne sauvée. Très probablement, c'est toujours là, mais ce que j'ai pu observer à travers mes recherches, c'était aussi de rencontrer des gens qui étaient vraiment impliqués et qui tenaient vraiment à détruire ces rapports de domination. Après, c'est difficile à dire si c'est vraiment possible et jusqu'à quel point on peut se relationner de façon égale avec ces migrants qui ont une trajectoire totalement différente de la nôtre. Ce qui est important, c'est que quand même certains acteurs ont d'un côté essayé de reporter les histoires des violences vécues par les migrants et aussi donc d'un côté reporter ces histoires au grand public aussi
de ce que j'ai pu étudier aussi pendant mon terrain, il y a d'autres acteurs qui l'ont fait plutôt derrière. Donc, ils ne l'ont pas forcément raconté, aussi raconté, essayer de faire ressortir, mais qui ont aussi, donc je parle surtout des acteurs un peu plus militants qui viennent d'un parcours militant, ont essayé aider les réfugiés même après leur arrivée, après leur débarquement, de rester en contact avec eux et d'essayer de les aider, de suivre leur parcours. Et donc ça peut effectivement donner un peu plus l'idée d'une action plus solidaire que humanitaire, mais en même temps, c'est vrai que c'est un sujet difficile. Moi, de ce que j'ai pu observer, parce que je fais plusieurs observations au moment de débarquement des réfugiés, et donc j'ai vu plusieurs débarquements avec des gens que j'ai pu voir qui étaient dans des conditions de santé vraiment terribles, qui ne s'y tenaient pas debout, qui avaient des signes de violence, qui avaient des signes de torture. Et c'est vrai que dans cette histoire, je trouve personnellement qu'il leur manque un peu plus la voix sur leur parcours, leur propre voix. Sur ce qui veut dire arriver jusqu'en Libye déjà, que c'est déjà très difficile, survivre au trajet, tous les parcours qu'ils ont fait pour arriver en Libye, survivre aussi au centre de détention libyen et survivre à la traversée de la Méditerranée. Oui, donc on parle peut-être pas assez de ces parcours-là et on ne donne pas assez la parole aux personnes qui vraiment vivent tout ça. Donc moi, la seule chose que j'ai pu remarquer, c'était qu'il y avait certains acteurs qui étaient un peu plus impliqués à côté des migrants secourus et qui essayaient de raconter leur histoire, mais c'est une narration qui peut être toujours instrumentalisée, je pense aussi, comme les comptages de morts peut être instrumentalisé par les acteurs étatiques ou par les organisations internationales. C'est la même chose. C'est une narration difficile qui peut être instrumentalisée et qui donc devrait rester une narration des réfugiés même, et pas des autres acteurs. Voilà. Ok. Ouais, c'est une question vraiment intéressante. Alors, il faut avouer que ces photos, elles sont quand même, c'est des opérations extrêmement photogéniques. Les opérations de sauvetage en Méditerranée, avec les gilets oranges, les bateaux, la verticalité du sauveteur qui sort la main noire de l'eau, sont extrêmement photogéniques. D'abord parce qu'elles sont belles. Ensuite parce que pour des raisons de marketing, ça marche vraiment bien. C'est pas grave, mais c'est comme ça aussi, quoi. La question, c'est de pas ne se contenter que de ça, en tout cas. Et d'arriver à la conclusion que depuis 5 ans, depuis 2015, on ne peut pas se contenter que de ça. Parce que, pour le coup, on normalise aussi des situations qui sont tout à fait inacceptables. Donc il y a une réflexion, je pense, sur l'image et sur le marketing des organisations qui est réelle, profonde, significative. Les images ont beaucoup évolué aussi, réellement. Hein, donc les choses ont beaucoup évolué et les images de 2015-2016 ne sont plus celles qu'on voit aujourd'hui. Là, la question tombe bien parce que moi je voulais rappeler un peu de quoi on parlait. C'est qui ces gens, quoi. En l'occurrence, c'est qui ces gens, pourquoi ils s'en vont et d'où ils s'en vont. Parce que le petit absent, c'est comme ça, on y arrive, c'est normal, mais de la discussion, c'est la Libye. Alors il se trouve que la majorité des gens aujourd'hui qui sont arrivés en Europe en 2021 par la Méditerranée sont tunisiens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par la Libye. C'est des gens qui fuient la situation économique absolument désastreuse de la Tunisie. Et c'est comme ça.
sans émettre aucun jugement sur leur situation. Ce sont des gens qui prennent des risques considérables aussi pour quitter un pays qui va mal. Pour revenir à la Libye, qui est la situation qui nous occupe particulièrement ce soir, parce que les opérations de sauvetage, elles viennent au secours de gens qui partent d'abord de Libye. Ce sont des gens qui ont vécu des situations, mais beaucoup parmi vous le savent déjà, mais atroces, atroces. Je pense qu'on n'a pas aujourd'hui, et c'est des mots que j'essaie de manier avec un peu de solennité, mais dans le portfolio opérationnel MSF, des gens qui vivent des situations au quotidien aussi difficiles que celles que les personnes exilées avec lesquelles on travaille en Libye rencontrent. Ce sont des gens qui sont torturés dans les centres de détention, qui sont soumis à des mauvais traitements systématiques, des violences, des viols, des violences sexuelles multiples, beaucoup sur les femmes, sur les hommes aussi. Il y a les centres de détention, et puis il y a tout ce qui est hangar à torture, achat, vente d'esclaves, prédation sur main-d'œuvre, raquettes, intimidation, être enlevé n'importe quand, n'importe où, qu'on soit réfugié reconnu par le HCR ou résident légal en Libye avec un statut de travailleur, ça existe encore. Bref, une précarité très très grande pour une partie importante de ces gens qui, pour beaucoup, et ça je pense que c'est important de le rappeler, n'avaient pas pour ambition ou pour objectif premier d'arriver en Europe. Beaucoup des gens dont on parle aujourd'hui, qui sont secourus à bord des navires, sont des gens qui avaient gagné la Libye pour gagner de l'argent. Et qui se retrouvent, pour une partie importante d'entre eux, dans l'obligation de quitter ce pays qui est devenu un enfer absolu, quoi. Ce sont des gens qui fuient. Pour partie, d'abord, leur pays d'origine, quelles qu'en soient les raisons, et ensuite, ils fuient la Libye, quoi. Je pense que c'est vraiment important de leur aller parce que ce que nous sommes collectivement incapables de leur fournir, ce sont des moyens de se protéger de la violence libyenne. Y compris au prix d'un retour chez eux, mais en tout cas de les sortir de là. Et je pense que ce que les navires de secours en mer font aujourd'hui, c'est bien entendu du sauvetage, mais c'est aussi de l'exfiltration. C'est de l'évacuation humanitaire. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne s'agit pas de faire le taxi ou le transport. Il s'agit de se dire que ces gens-là, il faut les sortir de là. D'où l'idée que je rejoins absolument, qu'il ne s'agit pas de s'arrêter au débarquement, mais que l'enjeu, il est aussi de regarder comment on peut travailler collectivement à l'accueil, quoi. Comment ce sauvetage en mer, il n'est jamais que le maillon d'une chaîne d'acteurs de la solidarité, pour parler comme ça, et que nous aussi, on peut en faire partie. Alors nous, en l'occurrence MSF, parce qu'on est présent au Niger, on est en Guinée, on est au Nigeria, on est au Tchad, on est en Libye, on n'est pas en Algérie, parce que c'est vraiment très compliqué, mais on est en Méditerranée, on est en Italie, on est en Grande-Bretagne, on est en France, on est dans tous ces endroits, on est en Allemagne, on est dans tous ces endroits où on les retrouve, Et donc je pense qu'il est effectivement important de voir comment est-ce qu'on peut restituer de la densité à ce parcours pour en faire autre chose que des gens qu'on sort de l'eau. Voilà. Je pense que ça, c'est vraiment, vraiment important. Et puis un dernier point là-dessus, pour rappeler qu'il y a énormément d'enfants parmi ces gens-là. Énormément d'enfants. Je pense que dans ces dernières semaines, je n'ai pas les statistiques sur l'année, mais il n'y a pas de raison que ce soit très différent, on doit être autour de 40 à 50% de mineurs. Dont beaucoup sont non accompagnés. Donc vous avez des tout petits enfants qui sont accompagnés par leur mère ou leur famille, mais vous avez des ados, vous avez des petits ados qui sont tout seuls. Ça ne veut pas dire qu'ils voyagent tout seuls parce qu'on voyage en groupe, mais en tout cas ils sont vraiment, ils sont quand même malgré tout seuls. Donc on a une détresse là de la part de mineurs qui est très très effrayante aussi. Voilà. Merci. Il nous reste une bonne vingtaine de minutes. La parole est donc ouverte à la salle. Si vous avez des questions, des remarques, des compléments, des questions de précision, des interpellations. Oui. Il faut que vous gardiez votre masque et je vous tiens le micro. D'accord. Merci pour ce panel
Vous avez déjà dit beaucoup de choses. Je vais quand même me présenter parce que j'ai une sensibilité sur le sujet, puisque je suis le président de SOS Méditerranée et capitaine de la marine marchande. Deux choses. D'abord, par rapport à la situation en Libye, vous l'avez bien dit, les gardes-côtes libyens sont financés par les États européens, par l'intermédiaire des fonds fiduciaires en particulier. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un cercle vicieux. Ces financements des gardes-côtes libyens qui interceptent, qui ne font pas du sauvetage, on ne peut pas appeler ça du sauvetage, qui interceptent les personnes naufragées dans leur zone. Ils sont ramenés dans des centres de détention, ils sont à nouveau rançonnés. Et c'est un cercle vicieux qui est infernal par rapport à ces violences abominables que vous avez bien expliquées. Et puis, la deuxième chose, sans être trop long, sauver des vies, oui, parce que c'est la vie, comme vous l'avez bien dit, mais c'est aussi de l'assistance à personnes en danger. Et les conventions internationales sont très claires. Il y a la convention de Hambourg de 1979, je vais être très court, mais toutes les mers et tous les océans du monde sont divisés en zones, des zones de recherche et de sauvetage, qui sont bien au-delà, bien sûr, des eaux territoriales. Et ça se passe très bien dans le monde entier. Parce que dès qu'il y a un appel de détresse, il y a des centres de coordination. En France, c'est les CROSS. Et les sauvetages sont coordonnés. Tout le monde se mobilise, les bateaux de pêche, les bateaux de commerce, les navires de marine nationale, etc. En Méditerranée, depuis qu'il y a une zone de recherche et de sauvetage libyenne, comme vous l'avez dit, depuis juin 2018, le travail n'est pas fait et les États européens ne sont pas là. Et il n'y a que les ONG qui font le boulot, sauf quelques navires de commerce qui passent, mais il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et ça, c'est dramatique. Et puis également, juste pour compléter, un sauvetage est terminé lorsque les personnes sont débarquées dans un lieu sûr. Voilà. Donc la Commission européenne, les Nations unies disent clairement, le répètent sans arrêt, les ports libyens ne sont pas des lieux sûrs, puisque un lieu sûr, c'est un lieu où les personnes rescapées peuvent être débarquées, leurs droits fondamentaux respectés, ils sont nourris, soignés, etc. Donc c'est toute la problématique de la situation d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que les ONG sont là. Et avec, il y a le bateau de MSF, le bateau de SOS Méditerranée et d'autres. Mais c'est totalement insuffisant. Et malheureusement, on a été témoin en avril d'un naufrage. 130 personnes ont perdu la vie. On est arrivé trop tard. Et vous l'avez dit aussi, les marins sauveteurs, les équipes médicales à bord font un travail extraordinaire, mais excessivement traumatisant. Parce que c'est insupportable. C'est insupportable, en tant que marin, moi, de voir qu'en avril, par exemple, il y a eu plusieurs appels de détresse pendant 24 heures et personne n'a pu répondre. Notre bateau était trop loin, on arrivait trop tard et les marins sauveteurs ont trouvé des corps qui flottaient. Et on est en 2021, aux portes de l'Europe, et ça, c'est insupportable. Voilà. Donc, désolé, je ne pose pas de questions, c'est simplement des commentaires. Mais voilà la situation. Et en tant que marin, en tant que navigant ou en tant que... je travaille dans une grande compagnie maritime française. Le sauvetage, ça fonctionne. On est là, c'est une évidence. C'est marqué dans les conventions internationales. Le capitaine a l'obligation de se précipiter, d'aller à toute vitesse sur un appel de détresse. Et là, il y a vraiment un dysfonctionnement total en Méditerranée centrale. Voilà. Merci pour votre témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole tout au fond? Moi, j'ai une question, peut-être plutôt pour Marta Semplici, et ça concerne les procès dont ont fait l'objet Salvini en Italie. C'est justement pour ne pas avoir retenu les bateaux Aquarium, si je ne me trompe pas, qui n'avaient pas fait entrer dans les ports, et aussi pour un autre épisode. Donc pour le premier épisode, je crois qu'il a été relâché, mais pour le deuxième, il y a encore un procès en cours. Donc, en l'occurrence, quelle est l'importance de ces procès? Quelle influence il pourrait avoir justement sur la politique italienne, mais aussi la politique européenne en général? Oui,
Justement, comme il a été rappelé, une opération de sauvetage doit se terminer dans un port sûr, en anglais, place of safety. C'est ça la contradiction de la zone de sauvetage libyen, c'est qu'il n'y a pas un place of safety, il n'y a pas un port sûr où terminer l'opération de sauvetage selon ce qui est prévu par la Convention internationale maritime, mais aussi la Convention tout court de Genève qui concerne les réfugiés et les refoulements. Donc, pour ce qui concerne les enquêtes, les procès qui sont en cours en Italie, je reprends donc un procès qui est très important, qui a des grosses implications, qui vient de se terminer. Et il s'agit justement d'un bateau commercial ASSO 28 qui s'était refusé donc de ramener les réfugiés sécurus en Italie, alors qu'il s'agissait d'un bateau commercial italien. Donc c'était à l'époque dans laquelle, justement, comme il l'a dit Michael, on a essayé de maintenir tous les dispositifs de sauvetage en Méditerranée centrale et que les bateaux commerciaux avaient peur de sauver parce que sinon ils avaient l'interdiction d'arriver dans un port sûr en Italie ou à Malte, ou dans les plus proches ports sûrs. Et donc, à l'époque, ils ont collaboré avec les Libyens et ils ont rendu les migrants sécurus à la gare côtière libyenne. Et maintenant, le procès est terminé. Ils sont coupables parce que donc, la loi italienne a explicité que ce n'était pas possible de faire une fois que donc, les migrants étaient secourus par ces navires, qui est un navire européen, italien, donc les rendre aux acteurs libyens, c'est un acte de refoulement. Et donc ça, c'est pour la première fois, je pense que c'est un procès qui aura des conséquences parce que dans l'avenir, les bateaux commerciaux savent que ils ne peuvent pas faire ça, autrement ils seront condamnés. Pour ce qui concerne les procès concernant Salvini, c'est avec les bateaux Open Arms qui a ouvert ces processus. Donc effectivement, la stratégie utilisée par l'ONG Open Arms à l'époque, c'était en août 2018, c'était celle d'attendre et un peu... donc, au lieu de forcer l'arrivée dans les ports, comme c'était le cas de Carola Rackete avec Sea-Watch, c'était de ne pas forcer et de mettre en place une stratégie vraiment légale et d'attendre l'autorisation de tous les différents autorités jusqu'à quand il s'agit d'un magistrat sicilien qui donne l'ordre aux ministres et aux autorités italiennes de faire, avant tout, de faire entrer les bateaux dans les ports de Lampedusa et après de débarquer les personnes à bord. Là, effectivement, c'est un procès qui est encore en cours et que je pense qu'il y a de grosses chances en tout cas, de dénoncer ce type de politique complètement illégale, en tout cas qui avait été mise en place par les gouvernements et par Salvini, qui à l'époque était le ministre de l'Intérieur italien. Il y a beaucoup de témoignages, mais on sait qu'au niveau politique, ça sera difficile d'avoir une vraie condamnation contre Salvini parce que ce n'était pas en tout cas le seul à agir dans ces cadres-là. Il y a d'autres responsables aussi et donc c'est un peu un jeu politique. On verra bien, mais c'est un procès très important et qui pourrait avoir des conséquences importantes. On attend de voir comment ça va terminer. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, questions? Juste une remarque.
Vous l'avez dit, l'Italie, bien sûr, c'est le pays de première arrivée. Il y a vraiment un manque de solidarité des États européens envers l'Italie, qui fait une grosse part de cet accueil. Mais quelle est la situation de l'opinion italienne aujourd'hui par rapport à toutes ces arrivées, par rapport à quelle est la situation par rapport à la politique italienne, parce que Madame Lamorgese, la ministre de l'Intérieur, en tout cas, est certainement meilleure que son prédécesseur. Mais comment est la situation aujourd'hui? La situation, je pense, est toujours tendue comme elle est en France. Donc la question migratoire, c'est toujours un sujet de la campagne électorale. Et donc, c'est utilisé dans les discours politiques pour essayer de instrumentaliser un peu aussi l'opinion publique contre toute politique d'accueil. Donc, généralement, on peut dire que oui, il y a toujours un problème. Donc, l'opinion publique générale est très fragmentée par rapport à l'accueil de ces migrants qui arrivent sur les côtes italiennes. Donc, c'est sans doute très fragmenté. Si tu permets, je vais faire un tout petit pas de côté là-dessus, parce que je ne vais pas parler de l'opinion publique italienne, mais parce qu'on a beaucoup parlé de détresse, on a beaucoup parlé de victimes, on a beaucoup parlé de morts. Bon, c'était le sujet. Et je pense qu'il y a des éléments sur lesquels on n'insiste pas suffisamment collectivement. C'est sur le fait que les expériences d'accueil sont quand même quasiment toujours systématiquement réussies. C'est-à-dire que quand on va aller... alors, on pourra parler de Riace si tu veux plus tard, mais... de Riace, c'est-à-dire de l'opposition d'un État au fait que le maire d'une ville décide, en son âme et conscience, de faire en sorte que sa ville accueille correctement les personnes. Mais les tentatives en France, pour parler de la France, d'accueillir correctement les gens dans les villes, dans les villages, où vous voulez, sont systématiquement positives. Ça se passe toujours bien. Ça se passait bien, je dirais, au moment du démantèlement de la jungle de Calais, au moment de la création des centres d'accueil et d'orientation, dont on a dit beaucoup de mal, moi aussi, mais qui finalement se sont révélées des expériences intéressantes parce qu'elles ont montré que quand on dispersait un peu les gens dans les territoires, eh bien l'accueil, après la première expression d'hostilité de la part des habitants, finalement se résorbait très vite et que ça se passait bien. Les gens s'intégraient. On parle beaucoup de l'Allemagne aujourd'hui et de Merkel qui assume, alors qu'elle est au bout de son histoire politique, d'avoir accueilli 1 million de réfugiés majoritairement syriens en Allemagne, qui, pour une très grande majorité d'entre eux, sont installés par l'allemand, ont des familles, et tout se passe bien. Et ces experts... Je suis en contact avec la communauté de Sant'Egidio qui mène des opérations de couloirs humanitaires visant à évacuer des réfugiés irakiens et syriens en provenance de Liban et les installer dans les régions et les départements français. Ça se passe aussi toujours très bien. Je pense qu'il y a évidemment une dénonciation systématique et régulière à faire de ce qu'on voit là, tout en essayant aussi d'illustrer des situations, je dirais, positives. Alors ça fait un peu naïf tout ça là, mais en tout cas intéressantes, vraiment intéressantes d'accueil en France qui permettent largement de dépasser un peu ces hostilités, ces démonstrations d'hostilité dont Martha se faisait l'écho et dont on a tous les jours dans les discours politiques la manifestation en France, quoi. Voilà. Tellement positif que, je rebondis sur l'exemple de Riace dont tu pourras donner des précisions si tu veux, mais montre que c'est tellement positif que les États veulent bien montrer qu'il n'y a pas d'avenir, quoi, hein, dans ces accueils locaux. Et je trouve qu'il y a quelque chose là de vraiment à la fois tragique et un peu intéressant quand même à creuser. Oui, ce qui est intéressant en Italie, mais je ne pense pas seulement en Italie, c'est des réalités d'accueil, des véritables réalités d'accueil au niveau local et notamment gérées par des maires qui ont des orientations vers des politiques d'accueil. Donc on a un exemple, l'exemple de Riace, malheureusement
qui se joue dans un tournant négatif maintenant, étant donné que finalement les maires de Riace et Mimmo-Lucano ont reçu une condamnation. Donc ce processus de criminalisation de la solidarité se poursuit sur plusieurs niveaux en Italie et ailleurs, mais je pense que c'est vrai aussi qu'il y a certainement un côté local d'expression de solidarité. Même à Lampedusa, il y a d'un côté des citoyens qui en ont marre de débarquement, mais il y a aussi des collectifs qui sont toujours là, prêtes à montrer leur solidarité et à accueillir les migrants qui débarquent. Donc, il y a tout à fait dans l'ensemble de la société et des différents États des initiatives au niveau local de solidarité qui ont une importance. Et même quand on parlait de portes fermées, moi je ferais même une équivalence avec les murs et les frontières. Lorsqu'on ne peut pas monter un mur en mer, on ferme les portes pour faire arriver les migrants. Et donc, il y a des mairies en Espagne qui se proposent d'ouvrir leurs portes. Donc, c'est toujours une initiative de la politique locale et des maires de certaines villes qui veulent donc se mettre aussi en contraste avec les politiques étatiques et les politiques migratoires européennes générales et qui veulent essayer de donner un autre signal et montrer que des autres politiques pourraient être possibles d'accueil et de solidarité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en ai une. Vous parliez, Michael, à un moment donné de situations totalement inacceptables qui ont été normalisées par une partie de l'opinion publique et en fait, ça touche à la question de l'indignation et du curseur de l'indignation, enfin de l'indignation à géométrie variable et une indignation qui est affectée par un certain nombre effectivement de variables. Je crois que c'est Pierre Micheletti qui parlait de protocole compassionnel. C'est comment est-ce qu'on compatit en fait et qu'est-ce qui nous déclenche cette compassion. Est-ce que vous avez développé à MSF des stratégies ou des outils pour réussir à faire bouger et à impacter ce curseur d'indignation? On cherche encore. Non, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Genre, pour le coup, on bute vraiment. C'est les leviers sur lesquels on est capable d'agir aujourd'hui dans un environnement très contraint. Bon, je vous fais pas un dessin là. Pour essayer de montrer qu'on souhaiterait collectivement être ailleurs que là où on est aujourd'hui. Ma conviction profonde, c'est que l'éveil de sentiment d'indignation, il ne passera pas par des photos et des films, il passera par des opérations qui dérangent. Je pense vraiment que, je reviens à cette logique de subversion, je pense qu'on est capable d'emporter la partie. De temps en temps, il y a des moments, je pense qu'on n'emportera pas la partie dans l'ensemble. Je pense que ça, c'est un mouvement qui dépasse largement l'humanitaire et MSF a fortiori. Mais je pense qu'on est capable d'ouvrir des parenthèses vraiment intéressantes où le rapport de force évolue. Mais je crois que ce n'est pas des stratégies de com qui permettent ça. Je pense que ce sont vraiment des stratégies opérationnelles sur lesquelles on va adosser ensuite des stratégies de mise en récit et des stratégies de communication. Et c'est ce à quoi répondait assez bien la création du camp de Grande-Sainte, à la Linière en 2015-2016, ou les opérations de secours en mer à certains moments. Voilà. Et c'est ça qu'on a du mal à trouver. Donc on peut tous s'inviter à un grand moment de brainstorming collectif, parce qu'aujourd'hui on bute effectivement sur ces difficultés. Et on bute aussi sur un autre élément qui est non pas celle de la faiblesse des faibles niveaux d'indignation collective, c'est la fatigue. On parle de fatigue militante, quoi. Alors il y a des tas de gens qui continuent d'œuvrer dans tous les sens, et bravo, et tout ça, mais c'est épuisant, quoi. C'est épuisant dans un environnement de voir qu'on ne gagne jamais. C'est quand même... C'est fatigant, quoi. Il ne s'agit pas simplement de perdre une élection, quoi. C'est des souffrances et des détresses, c'est ce dont monsieur parlait tout à l'heure. Là,
monsieur parlait des naufrages du mois d'avril. Mes collègues de MSF sur les Joe Barents récupèrent, je sais pas, 10 corps sans vie de gens brûlés qui ont vogué pendant plusieurs jours avec les survivants dans une espèce d'odeur pestilentielle. C'était atroce, quoi, avec aussi les sauveteurs qui sont eux-mêmes victimes des émanations de fioul et d'eau. Enfin, c'est horrible, quoi. Donc de devoir sans arrêt s'y remettre, c'est fatigant, quoi. Et ce contre quoi il faut aussi lutter, c'est pas au niveau individuel, mais c'est au niveau collectif, c'est contre cette fatigue, renouveler les forces, renouveler aussi la façon de faire. Parce que bon, c'est quand même vertigineusement fatigant tout ça, quoi. Oui, je rejoins les deux. C'est fatigant, mais aussi très traumatisant pour tous les acteurs qui s'occupent de ces problèmes de sauvetage et de morts en Méditerranée, et moi incluse. Pendant mon terrain, j'ai vu que même j'ai passé des moments de stress et de stress post-traumatique à plusieurs reprises, parce que même si on essaye d'analyser dehors en gardant la distance, c'est très difficile. C'est un contexte vraiment difficile et traumatisant si on le suit vraiment de près. Et effectivement, donc un peu la détresse des opérateurs humanitaires, ça pourrait être aussi la détresse des militantes, des journalistes ou des chercheurs qui sont là pour reporter, analyser les données. Et voilà. Ouais. J'avais entendu une fois que Boris Johnson avait fait du chantage à la France, financier, pour qu'on puisse garder les migrants. Ce qui veut dire que l'Angleterre paie la France comme l'Europe paie la Turquie. Oui. Alors finalement, je pense que c'est peut-être vous qui êtes le mieux armé pour répondre, mais en l'occurrence, oui, on est dans des relations où la France joue le rôle de garde-frontière pour la Grande-Bretagne, de la même manière que la Turquie le joue pour la Grèce, que le Soudan peut... Pardon ? Mais on est payé. Oui, on est payé. Il y a un chantage au paiement du gouvernement britannique, mais peut-être que... Juste pour donner un exemple, parce que je pense qu'on pourrait partir très loin sur les accords. Il y a des accords bilatéraux, les fameux accords du Touquet, dans lesquels la France en fait accepte de contrôler le port de Calais sous contre-compensation financière. Et juste pour donner un exemple, parce qu'il y en a plusieurs accords, il n'y en a pas qu'un, je crois qu'il y en a une dizaine. Juste pour donner un exemple, il y a 3 semaines, en effet, il y a eu une bisbille entre Priti Patel, qui est la ministre de l'Intérieur britannique, et Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, justement sur ces 60 millions d'euros qui étaient prévus pour l'équipement de forces de police, et je crois dans la région de Calais aussi, et qui ne venaient pas. Donc il y a eu en effet une forme de chantage. Je ne sais plus comment ça s'est résolu, mais en tout cas je crois que ça a été obtenu, mais c'est monté assez haut. Voilà. Donc oui, c'est une forme de délégation du contrôle, d'externalisation du contrôle, oui. Voilà, je crois qu'on va conclure ici. On va plutôt rester sur garder en tête toute la discussion qu'on a eue sur l'accueil, sur le droit, la force du droit, hein, contre le procès contre Salvini. Voilà, il y a quand même des moyens d'infléchir ces politiques de fermeture des frontières et de non-accueil d'une manière ou d'une autre. Voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup tous les deux. C'était absolument passionnant et très intéressant. Et voilà, et à bientôt pour une autre controverse à l'IREMO.